Bonjour, mon invité aujourd'hui est Nathalie Ernoult qui co-dirige l'Observatoire de la santé à l'IRIS. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. Alors on va parler des vaccins sur le Covid-19. Il semble qu'il y ait des vaccins qui viennent un peu de toutes parts. Quels sont les pays qui aujourd'hui font des recherches avant? Quand on voit les dernières annonces d'efficacité de vaccins, majoritairement, il y a une vraie géopolitique de la recherche et du développement. Majoritairement, ce sont les pays du Nord, principalement les Américains, les États-Unis, l'Union européenne, les Britanniques, mais aussi des organisations philanthropiques qui financent une grande partie de la recherche et du développement, et en particulier dans le cadre des vaccins pour lutter contre le Covid. Ce sont des recherches qui sont majoritairement financées avec des fonds publics. Et donc, c'est important, cette notion-là, elle est véritablement importante parce qu'elle induit, en tout cas, elle va induire des choses et des pratiques sur, logiquement, les prix, les transferts de technologie auxquels on pourrait s'attendre. Et alors, la recherche, donc plutôt dans le monde occidental et en Chine, et la production. Est-ce que la production a lieu dans d'autres pays que ceux qui sont en pointe pour la recherche? Alors effectivement, ce qu'on a vu dans le cadre de cette crise et pour lutter contre cette crise contre le Covid, en fait, il y a une nécessité d'avoir une production de masse, c'est vraiment importante. Et donc, on a vu les compagnies pharmaceutiques, les universités qui ont parfois, comme l'université d'Oxford qui a découvert le vaccin qui va être fabriqué par AstraZeneca. Donc, on a vu les compagnies passer des accords de production avec différents partenaires et dans différents pays. Et là, on va retrouver en fait une géographie beaucoup plus large, notamment la Corée, le Brésil, l'Amérique latine, bien évidemment la Chine, mais aussi on va trouver l'Indonésie comme pays qui potentiellement vont être en capacité de produire certains de ces vaccins. Et l'Inde, bien sûr, j'allais oublier l'Inde, mais l'Inde aussi qui va être un partenaire important aussi de production. Alors, le troisième volet, c'est l'accès. On voit donc qu'il y a un nombre concentré de pays qui font la recherche, un nombre plus large de pays qui produisent. Est-ce que l'accès sera universel? Alors, bien évidemment, en fait, la carte de l'accès va correspondre pratiquement à la carte des investissements en recherche et développement. Et donc, on voit aujourd'hui qu'en fait, pratiquement 80% des doses qui sont produites vont être achetées, sont en fait déjà achetées par les pays riches. Donc ça, c'est la première situation à laquelle le monde va faire face aujourd'hui. Et on voit que les pays à bas revenus ou pays à revenus intermédiaires vont être plus tard, on va dire, servis beaucoup plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour essayer de compenser à ça, en fait, on a deux stratégies qui ont été mises en place. Il y a une stratégie, notamment sous l'égide de l'OMS, qui s'appelle la COVAX, qui a pour objectif de rassembler les demandes et d'essayer de favoriser des achats groupés pour fournir notamment les pays à bas revenus, pays à revenus intermédiaires, mais aussi les pays riches qui n'ont pas assez de puissance, on va dire, financière ou de capacité de nombre de doses pour acheter ces vaccins. Donc, eux seront en partie servis par ce mécanisme-là, mais surtout les pays à bas revenus avec une partie de l'argent de l'aide au développement qui est censé financer ces doses. Malheureusement, on sait très bien aujourd'hui déjà que les pays vont être fournis bien plus tardivement parce que, comme je le disais juste avant, les pays riches ont capté par le biais d'accords bilatéraux qu'ils ont financés à risque, c'est-à-dire toutes les doses aujourd'hui dont on parle ont déjà été achetées il y a quelques mois et elles ont été financées à risque avec massivement de l'argent public, ce qui soulève du côté de pays à revenus intermédiaires une volonté d'ailleurs de lever les restrictions à la propriété intellectuelle pour pouvoir en fait produire véritablement tous ces vaccins avec un partage de propriété intellectuelle dans différents pays pour qu'ils y aient accès. Et alors, dernière question, Nathalie, comment est fixé le prix d'un vaccin? Comment peut-on fixer le prix de ce vaccin? Alors ça, c'est toujours un peu le mystère parce qu'en fait, la fixation des prix fait l'objet d'un certain nombre de secrets. D'ailleurs, il y a le coût, combien est-ce que ça coûte à fabriquer et combien est-ce que c'est vendu. Et ce sont deux choses, en fait, deux concepts un peu différents. Ce qu'on voit, c'est qu'on a assez peu de transparence sur les investissements en recherche et développement, le coût de fabrication à proprement parler, la marge qui est censée derrière déterminer un prix. Or, aujourd'hui,
on voit bien, notamment dans le cadre de cette crise, avec le volume important d'investissement public, on n'a pas de retour sur cet investissement public qui se traduirait dans un prix accessible. Au contraire, on a vu les entreprises pharmaceutiques plutôt augmenter, en tout cas jouer la compétition entre les pays, et donc on a des prix selon les vaccins qui, techniquement d'ailleurs et sur un plan de l'innovation, sont assez différents les uns des autres, avec des prix qui vont aller d'environ 3-4 dollars jusqu'à 50 dollars pour Moderna, qui sont les nouveaux vaccins qui ont été développés sur de nouvelles plateformes. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas du tout de transparence sur la fixation du prix. Et les pays, selon qu'on soit riche ou moins riche, en fait, la fixation du prix va dépendre de son niveau de richesse. Et donc, on voit bien que le prix dépend de la capacité à payer beaucoup plus qu'une logique de coût de production. Merci Nathalie, on voit qu'il y a encore beaucoup de boulot de la part des ONG pour l'accès aux médicaments, effectivement. Merci Nathalie Ernoult pour ce panorama complet de la géopolitique du vaccin du Covid-19. Merci Pascal.